Très bien, merci. Maintenant, je me tourne vers les questions de la salle. Donc, est-ce que John et Frédéric, vous pouvez nous poser une première série de questions, une question Oui, bien sûr. La première question va s'adresser au général Vincent Desportes. C'est une question qu'on pourrait qualifier de question terre à terre, hein, venant d'un industriel, puisqu'il se demande comment exporter et appliquer votre vision générale de la stratégie de la décision au monde pluridisciplinaire de l'entreprise. Les notions de brouillard de la guerre, les notions de friction, les notions de loi d'action réciproque, comment s'appliquent-elles dans le domaine de l'entreprise? Ok, alors, il y a de nombreuses façons de l'exporter ou de l'importer dans l'entreprise. Ce qui est sûr, j'ai la chance aujourd'hui d'être très au compte. La conférence va se terminer dans 5 minutes. Excusez-moi, je ne sais pas d'où vient cette information, mais continuez. Bon, je disais donc que j'avais la chance d'être très au contact des entreprises dans lesquelles j'interviens souvent, à entreprises de toute taille. Et tous les chefs d'entreprise à qui je parle, d'abord sont dans cet état d'esprit généralement, et ils cherchent à appliquer ça par des méthodes de management. Et je dirais que la première chose, c'est d'avoir une philosophie. Une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris le caractère imparfait de la décision, une fois qu'on a compris qu'au fond, on n'était pas seul, mais que c'était bien l'équipe qui allait parvenir au résultat, alors on travaille sur le consensus, alors on travaille sur l'adhésion, alors on travaille sur la participation, alors on travaille sur la cohérence, et pour ça, il y a des tas d'outils de management qui permettent d'avoir une unité cohérente face à l'incertitude. Vous me permettrez de prendre une phrase de Rudyard Kipling qui m'a toujours frappé et qui dit il faut comprendre que la force du loup est dans la meute et que la force de la meute est dans le loup. Et une fois qu'on a compris ça, je crois qu'on a compris comment il fallait manager dans l'incertitude. Quelle belle image. Une autre question? Alors pour cette deuxième question, elle sera adressée à Madame Cécile Maisonneuve. Compte tenu du constat du cumul des erreurs relatives aux décisions stratégiques sur le plan énergétique, comment les politiques réagissent-ils à vos démonstrations et quelles actions mettent-ils en œuvre pour réagir? Alors, la difficulté des sujets énergétiques, et j'allais dire leur énorme intérêt, et c'était l'objet de ma dernière citation, c'est que, vous l'avez bien compris, quand on parle d'énergie, on parle de sujets très techniques. Il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas faire mentir, ce sont les lois de la physique. Et ça, il faut régulièrement le rappeler quand on vous dit « mais oui, mais on peut stocker l'électricité à grande échelle ». Bon, voilà, pour l'instant, il y a quand même des lois de la physique qu'il faut se rappeler et qu'on ne changera pas. Je ne suis pas physicienne, je ne suis pas une scientifique, je suis une pure littéraire, mais je crois que ça, je l'ai bien compris. Et encore plus quand j'ai travaillé d'ailleurs sur Benjamin Franklin, puisqu'on s'aperçoit que finalement, dès l'époque de Benjamin Franklin, dans toute l'Europe, on cherche déjà comment stocker l'électricité. Donc, ce n'est pas du tout un sujet nouveau. Donc voilà, c'est un sujet qui fait appel à des questions techniques, c'est un sujet économique, et l'économie de l'énergie, c'est un sujet très complexe, mais c'est un sujet aussi politique, parce que quand on parle du prix de l'énergie, on parle de la vie quotidienne, on parle de pouvoir d'achat, on parle de compétitivité des entreprises, et puis, je l'ai dit aussi, c'est un sujet diplomatique, nul besoin de le souligner en ce moment. Alors, c'est ce qui explique précisément pourquoi on a tant de mal à construire cette Europe de l'énergie. Parce que finalement, à travers le sujet énergétique, les États ont l'impression, du moins, de maîtriser deux domaines, c'est la diplomatie et la fiscalité. Alors, quand on fait ce constat, chacun répond en disant « mais voilà, moi j'ai fait pour l'un ma loi EEG, ça c'est en Allemagne, je fais ma loi de transition énergétique, les Anglais vous répondent « je fais mon Electricity Market Reform ». Oui, chacun peut avoir d'ailleurs l'impression de très bien faire chez soi,
Mais malheureusement, on est à un stade où on est au milieu du gué et on ne peut pas reculer finalement. Parce qu'on a commencé à construire un marché, il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas renationaliser, et c'est malheureusement ce qu'on a vu pendant la période précédente, des tentatives de renationalisation de la politique énergétique. Donc on est dans une situation extrêmement complexe où à la fois, évidemment, les politiques au plan national doivent donner des réponses, surtout quand les prix de l'électricité, ce n'est pas le cas en France, mais c'est le cas dans d'autres pays comme en Allemagne, atteignent des niveaux importants. Mais en même temps, il faut que les politiques sachent se projeter au-delà de leurs frontières et travailler sur les questions de solidarité. Et moi, j'y insiste beaucoup. Là, à travers tous les débats, il va y avoir un Conseil européen sur la question de qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif en 2030. Et je sais que ce n'est pas à la mode aujourd'hui en Europe, qu'on a du mal à le définir en matière financière, mais je pense qu'il va falloir le faire en matière énergétique. Il faut réfléchir à ce que concrètement signifie la solidarité en Europe. On ne peut pas demander à des Polonais qui ont 90% de leur électricité qui vient du charbon de réduire ça très vite, parce que ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que sinon on va leur demander d'importer de plus en plus de gaz russe. Peut-être que c'est la solution, mais à ce moment-là, donnons-nous les moyens au niveau européen de construire un partenariat équilibré avec la Russie qui fasse comprendre à tout le monde que certes on a besoin du gaz, d'ailleurs aussi du pétrole et du charbon russe, mais qu'à l'inverse, la Russie a besoin d'un client fiable et qui soit un client de long terme. Les incertitudes sont, de ce point de vue-là, je pense que ça peut être intéressant de le souligner, de tous les côtés. Merci Cécile. Une autre question? Alors la question suivante s'adresse à M. Hervé Biosser. Pouvez-vous partager avec nous votre vision de l'école de demain? Que faudrait-il faire pour la rendre compétitive, plus compétitive? La question est évidemment très, très différente selon qu'on parle de l'enseignement supérieur ou l'enseignement secondaire et primaire, hein, qui sont deux questions qui sont à regarder sous un angle différent. Je ne vais pas jouer les messies, les prêtres, etc. Je vais donner quelques éléments. Alors le premier, il me paraît important de le rappeler, c'est quel que soit l'enseignement, le niveau d'enseignement, le type de formation qu'on donne, il n'y a pas de bon enseignement sans trois composantes, c'est l'excellence, l'exigence et l'ambition. Un enseignant qui n'a pas de l'ambition pour ses élèves et en conséquence de ça, de l'exigence vis-à-vis de lui, va faire un enseignement qui sera ce qui sera, mais qui clairement ratera la cible. Je pense que c'est notamment au niveau de l'enseignement secondaire actuellement une clé. Est-ce qu'on peut dire que les enseignants se sentent reconnus dans une mission dans laquelle ils doivent être exigeants, ambitieux et développer de l'excellence? Ils font énormément d'efforts, mais je pense qu'ils sont face à des objectifs qui actuellement ne leur permettent pas d'exprimer complètement ce qu'ils pourraient exprimer. Et puis sur des ambiguïtés qui sont quand même très très fortes. Enfin, je pense qu'on est actuellement sur quelle est la visée de l'enseignement. Est-ce que l'enseignement il doit former des citoyens? Est-ce qu'il doit préparer au métier, etc. Il y a encore beaucoup d'ambiguïtés sur ce que doit être cette nature d'enseignement. Il est probable, comme partout, encore une fois, moi je pense qu'il y a un phénoménal besoin d'expérimentation, de laisser des marges d'initiative et d'expérimentation. Et deuxièmement, je suis très très conservateur là-dessus, très conservateur là-dessus. Je pense que les parents doivent faire confiance aux enseignants. Et actuellement, je pense que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc cette boucle qui était dans les générations précédentes, les parents faisaient confiance à des enseignants qui eux-mêmes, parce que c'était des fils de la République, des héritiers de Jules Ferry, étaient exigeants vis-à-vis des enfants. Cette boucle est rompue. Et je pense qu'il est urgent de se repositionner, de repositionner cette boucle. Clairement pour moi, éduquer, c'est développer un talent, mais c'est aussi poser des limites. Et je pense que ce deal actuellement n'est pas clair au niveau de l'enseignement secondaire. Alors pour l'enseignement supérieur,
Bon, j'ai parlé des problèmes de gouvernance, je crois que c'est important, sur l'évolution de l'enseignement supérieur. Je suis convaincu qu'il faut être clair sur les objectifs. Par exemple, dans les regroupements actuels qu'on voit au niveau national, on voit quand même de très très grandes ambiguïtés dans des regroupements, puisque la politique de l'État, c'est une politique de site. On favorise le regroupement des établissements sur un site régional. Et actuellement, il y a des grandes ambiguïtés pour savoir si ces sites ont destination à être visibles internationalement, ce qui est par exemple le cas de Saclay, ou seront plutôt des acteurs forts du développement local. Et évidemment, la stratégie à prendre est très différente selon qu'on est dans des stratégies de développement local ou des stratégies de visibilité internationale. Ça, c'est un premier élément qui me paraît très très fondamental. Le deuxième, c'est qu'il faut accepter que nous sommes dans un système de concurrence internationale et que l'enseignement, c'est une industrie, c'est un marché, et qu'il faut accepter d'y mettre ces logiques-là. La France, pays des Lumières, il faut sortir de l'illusion que le monde nous attend, quoi. Le monde ne nous attend pas. Et on avait fait un calcul, je suis également vice-président de la conférence des grandes écoles, qui montrait que si on abordait vraiment ce marché, cette demande d'enseignement, sous un angle, excusez-moi le terme, business, hein, c'est pas un mot tabou, au contraire, hein, quand on a besoin d'argent, c'est normal de poser les choses comme ça, puis on offre un service qui a de la valeur, c'est parfaitement rentable. Je donne un exemple, la France, 66 millions d'habitants, l'Australie, 22 millions d'habitants. La France tire de ce que les étudiants étrangers apportent. Il y a à peu près 205, il y a en gros 2,5 millions d'étudiants en France, il y a à peu près 300 000 étrangers à peu près. Hein. La France tire de ces étudiants étrangers un petit peu moins de 2 milliards d'euros, parce qu'ils payent comme frais de scolarité, très faible en France, mais parce qu'ils vivent, ils dépensent, etc. etc. L'Australie en gagne quand même plus de 3 fois plus. Donc ils sont 3 fois plus petits et ils gagnent 3 fois plus d'argent. Et il faut qu'on y réfléchisse. Ça veut dire que si on accepte de jouer ce jeu-là, on a en France de très bonnes universités, de très bonnes écoles, de très bonnes formations. Et il faut encourager ces institutions à aller affronter la demande d'enseignement, à se positionner et à en tirer des recettes que la collectivité nationale ne peut plus assurer. Enfin, on ne peut pas demander aux gens de payer encore davantage d'impôts. C'est juste pas possible. Donc je pense qu'il y a une deuxième clé cette clé-là, à mon avis, est importante. Bien, merci. Donc une autre série de questions ou des questions transverses, hein, les deux sont possibles. Alors, une question pas du tout transverse, mais bon, elle était là. À nouveau pour vous, Cécile Maisonneuve. En introduction, vous avez évoqué un paradoxe, celui de la surcapacité de production en Europe et l'augmentation du risque de blackout. Est-ce que vous pourriez développer ce point ? Alors, cette situation, effectivement, qui peut paraître étonnante, est le fruit de la juxtaposition entre des mécanismes de pur marché, issus de ce marché intérieur qu'on met en place depuis plus de 15 ans, et des mécanismes qui fonctionnent hors marché, à savoir le développement des énergies renouvelables par des subventions que les subventions s'appellent tarifs de rachat, certificats ou autres. Donc ce qui s'est passé, c'est que avec la volonté politique de développer les énergies renouvelables, la plupart des pays ont mis en place des mécanismes de soutien parce que ces énergies ne sont pas compétitives dans le cadre du marché. Donc, ce sont des mécanismes qui se déroulent hors marché, c'est-à-dire que ces énergies renouvelables sont financées non pas en fonction de l'offre et la demande, mais en fonction des objectifs que l'on se fixe, tant de pourcentage d'éolien ou de solaire. Alors, quand ces énergies arrivent sur le marché, elles bénéficient d'une priorité sur les réseaux électriques. Elles sont déjà financées, alors en France, c'est par la CSPE, en Allemagne, c'est par ce mécanisme qui s'appelle EEG. Et donc, quand elles arrivent, elles ont un coût marginal, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans le domaine de l'électricité, qui est nul, c'est-à-dire que le soleil, le vent, ça ne coûte rien. Et donc, elles bénéficient d'un accès prioritaire. Quand elles viennent sur le marché, il y a une obligation de leur laisser la place en premier. Et par conséquent,
on a quelquefois des surcapacités. Mais la conséquence de l'arrivée massive de ces énergies sur les marchés, c'est que ça fait baisser les prix de l'électricité. Or, en parallèle, il faut, quand on a des énergies intermittentes, financer des moyens de production d'électricité qui prennent la relève quand il n'y a plus de soleil ou quand il n'y a plus de vent. Et la plupart du temps, ce sont des centrales thermiques, que ce soit gaz ou charbon. Or, avec le marché tel qu'il est aujourd'hui, les prix très bas sur le marché de gros, les centrales au gaz ne sont plus compétitives. Donc, on a un phénomène totalement, c'est un gigantesque gâchis, hein, des centrales au gaz dernier cri, qui sont mises sous cocon, pour certaines qui sont délocalisées en dehors d'Europe. Donc voilà, c'est un gaspillage manifeste d'investissement. Et en parallèle, vous avez des prix de détail qui augmentent, puisque tous ces mécanismes subventionnés, il faut bien que quelqu'un les paye, et ils sont payés dans la facture d'électricité. Donc on a à la fois des investisseurs qui, parce que les investissements dans les énergies dites de relève, de backup en anglais de base, ne sont plus, qui n'investissent plus parce que ça n'est plus rentable. Et de l'autre, une facture d'électricité qui, chez les particuliers notamment, puisqu'on essaie d'épargner les entreprises, augmente fortement. Donc, on a à la fois trop de capacités qui ne correspondent pas forcément à la demande et au bon endroit. C'est aussi parce qu'on n'a pas les réseaux qu'il faut pour transporter tout ça. Et des sous-capacités dans les énergies de base qui permettent de prendre la relève en cas d'absence de vent ou de soleil. Donc certains rapports font état d'une situation du marché électrique extrêmement tendue pour la période 2015-2016. Merci Cécile. Une autre question? Alors, Jean-Paul, tu souhaites avoir une question transverse. Je pense que nous en avons une bonne. Puisqu'ici, l'orateur se demande comment faire face aux incertitudes que vous avez montrées dans les domaines militaires, de l'énergie et de l'éducation et de la formation. Comment faire pour réduire l'indécision plutôt que de s'acharner à essayer de décider dans l'incertain? Et ne devrait-on pas changer de paradigme et se concentrer plutôt sur la réduction de l'indécision? Et si oui, qu'est-ce que vous préconisez? Quelles seraient vos recommandations dans cet objectif? C'est une question qui s'adresse aux trois. Hein. J'ai bien compris. Bon, on peut commencer peut-être par le général Desportes. Oui, merci. Écoutez, moi je crois qu'il faut aller dans le sens de ce que je disais naturellement. Moi je ne crois pas qu'on puisse réduire l'indécision. Il faut, comme Épictète, se rendre compte de cette incertitude et l'admettre, ce qui va donner un positionnement par rapport au monde. C'est pour ça que je disais, ce qui peut étonner certains, c'est que le militaire ne cherche pas à décider tout le temps. Il décide véritablement par exception. Et le reste du temps, eh ben, il va laisser émerger l'initiative. Comme on ne peut pas décider, on va laisser les collaborateurs appliquer leur énergie créatrice pour adapter la décision. Voilà. Donc on décide le moins possible. Par exemple, il faut bien imaginer que Napoléon décidait extrêmement peu. Dans la bataille, Napoléon, il ne décide que d'une chose, et ça c'est formidable, il ne décide que de l'essentiel. Il appelle ça l'événement. C'est le moment où il aura décelé une faille chez l'adversaire, où il aura créé une faille, et où lui-même va déverser ses réserves. C'est le maréchal Soult qui monte à l'assaut de Pratzen le 2 décembre 1805, où c'est la colonne MacDonald à Wagram. Il ne décide que d'une chose, et quand il voit que ses collaborateurs n'exécute pas exactement les plans, il les laisse faire. Parce que ce qui compte pour lui, ce n'est pas le plan, c'est son objectif qui est la destruction de l'armée adverse. Si elle est détruite par un autre moyen et que ça fonctionne bien, il laisse faire. Et lui ne prend qu'une décision, c'est l'engagement de ses réserves. Donc décider par exception, on ne peut pas réduire la décision, mais on peut décider le moins possible en cherchant plutôt à s'adapter plutôt qu'à décider. Oui, moi j'aurais deux réponses. La première réponse, c'est factuel, c'est comment les acteurs de l'énergie réagissent face à cette incertitude aujourd'hui. Malheureusement, je l'ai dit, un certain nombre de grands investisseurs, de grands énergéticiens disent c'est très simple, moi je n'investis plus en Europe, mais par contre je vais investir en dehors d'Europe.
Voilà, donc ça c'est j'allais dire, une réaction assez préoccupante d'ailleurs pour l'avenir des infrastructures énergétiques de l'Europe. L'autre réponse que j'apporterais, c'est finalement faire de cette incertitude une force. Et je vous donnerai un exemple. Quand vous regardez aujourd'hui les États-Unis, vous avez aux États-Unis 10 marchés de l'électricité qui sont très différents et qui ne correspondent pas à des zones géographiques, mais à des marchés qui ont été construits par les régulateurs. Il y en a certains qui sont décarbonés à plus de 50%. Il y en a certains qui sont quasiment comme le mix polonais, très très charbonné. Est-ce que c'est un problème pour les États-Unis? Pas du tout. Ça donne des marchés qui ont des logiques et d'ailleurs des prix très différents, mais ils en font une force. C'est un peu ce qu'il y a dans la devise américaine, e pluribus unum. On est divers, ça crée des incertitudes, ça peut créer d'ailleurs des inégalités économiques d'une zone à l'autre, mais c'est notre force. On sait que si là on va manquer d'une ressource, on pourra la trouver ailleurs. Je pense qu'en Europe, il faudrait qu'on prenne les choses sous cet angle. Après tout, on est très différents, mais arrêtons les slogans en disant la complémentarité fait notre force et faisons-en une vraie force pour le coup. Et ce que je décrivais tout à l'heure de l'hétérogénéité des situations en Europe, finalement, elle peut être vue comme une force. Et j'allais dire, augmentons cette hétérogénéité. Il ne faut pas que les États qui ont beaucoup, par exemple, du gaz ou du pétrole de schiste, y renoncent, ouvrons la porte, donnons-nous des marges de manœuvre. Pour moi, on dit souvent que le gaz de schiste aux États-Unis, c'est un game changer. Moi, je pense qu'en Europe, c'est un game opener. Ça ouvre le jeu. On a besoin d'ouvrir le jeu en Europe. Aujourd'hui, on a l'impression d'être enserré dans des choix qui n'en sont pas. De même, là, il y a un vrai sujet sur le nucléaire. Je ne pense pas qu'il faille considérer, comme certains États membres, que le nucléaire n'a plus d'avenir en Europe. Non, c'est là encore une marge de manœuvre supplémentaire. Donc, créons des marges de manœuvre, ouvrons le jeu, élargissons le terrain et transformons nos incertitudes et nos différences en des atouts qu'on pourra utiliser le moment venu. Alors moi j'aurais envie de faire trois remarques par rapport à ça. Le premier, c'est que ce que je vois, je le vois en France, mais je le vois donc maintenant depuis 10 ans en Chine et puis maintenant en Inde et au Maroc. Le niveau d'incertitude est rigoureusement le même. Il ne faut pas croire qu'il y a un pays qui est plus simple que les autres. Enfin, je pense que vous êtes beaucoup plus expérimenté que moi là-dessus. Ça se crée d'une façon différente. Ça se présente d'une façon différente. Mais on est également dans des environnements extrêmement incertains. Et le facteur culturel augmente cette incertitude. Bon. Néanmoins, deux choses. Je crois que l'inconfort vient plus de la contrainte que de l'incertitude. C'est le jeu de contrainte qui, pour moi, crée de l'inconfort. L'incertitude, elle a un énorme atout. C'est que vous avez un vaste champ d'incertain, donc vous avez la capacité d'imaginer un futur possible, ou des futurs possibles. Le champ des possibles. Donc moi, je ne vis pas l'incertitude, c'est comme quelque chose de fondamentalement inconfortable, c'est plutôt un espace dans lequel on peut peut-être imaginer des futurs possibles. Et puis alors le dernier, c'est une plaisanterie, peut-être que les gens de centrale qui sont là m'ont tenu l'affaire. Il m'arrive souvent dans des réunions de direction à centrale de dire « faites attention, je vais prendre une décision ». Et c'est une façon très simple de dire aux gens « si vous n'avez pas été fichu de la préparer, je vais la prendre, elle sera moins bonne que la vôtre, mais vous en assumerez les conséquences ». Donc moi je pense que mon devoir, c'est de faire en sorte que les gens qui travaillent avec moi prennent de bonnes décisions. Et s'ils ne sont pas fichus de les prendre, les gens vont en prendre, mais je le ferai probablement moins bien qu'eux, parce qu'ils m'auront mal éclairé, ils n'auront pas réussi à se mettre d'accord. Et donc moi je crois fondamentalement, ce que disait le général tout à l'heure, mon devoir c'est de les aider à préparer des bonnes décisions. Et après on les prend ensemble. Voilà, donc je pense que c'est une position qui me paraît intéressante vis-à-vis des gens. Et c'est une façon aussi de leur exprimer ma confiance. Oui, je pense que cette question, il y a peut-être une ambiguïté dans la question, parce que dans l'équilibre entre réduire l'incertitude et puis essayer de la gérer, ça dépend de quelle incertitude on parle. S'il s'agit d'une méconnaissance de choses qu'on pourrait connaître, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que la première chose, c'est effectivement d'essayer au mieux d'avoir toutes les informations, de mieux les décrypter,
que ce soit l'intelligence pour essayer de deviner, de comprendre ce que veut l'ennemi dans le domaine stratégique, que ce soit au niveau européen d'essayer de comprendre comment fonctionnent les autres et quelle est leur vision à eux, tout ça, ou alors dans le domaine éducatif c'est pareil, on a une possibilité de réduire l'incertitude en travaillant sur l'amélioration de la connaissance de tous les signaux faibles, de tout ce qui vous permet de pouvoir mieux comprendre la situation. Ceci étant, on n'ira jamais jusqu'à supprimer l'incertitude totalement. Et donc, je pense que vous avez d'emblée sauté sur la deuxième réponse dans les 3 secteurs et que malgré tout, il y a aussi une action à faire dans chacun des 3 domaines pour réduire au maximum du possible l'incertitude, sachant qu'on ne l'annule pas. Donc, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Oui, je crois qu'on en sera tous d'accord. Hein, donc, ces fonctions de veille sont essentielles. Encourager les gens à voyager, à sortir aussi un peu de leur mission directe, c'est aussi extrêmement important. Hein. De temps en temps, d'aller voir d'autres secteurs, c'est de ne pas hésiter. Alors aussi, ça aussi, c'est un phénomène un peu culturel en France, c'est de ne pas hésiter à aller se benchmarker, à aller poser la question aux partenaires, aux concurrents de qu'est-ce que vous faites. Ça aussi, c'est à mon avis très riche, évidemment. Alors, une dernière question va nous parvenir. Oui, pardon, mon général, oui. Pardon. Oui. Vous vouliez dire... Pardon, non, je voulais... Oui, je voulais dire que ce que vous venez de dire est parfaitement vrai. Il faut d'abord chercher à réduire l'information, l'incertitude, et ensuite l'admettre. C'est ça la bonne attitude. Mais je crois qu'on passe un peu trop de temps dans nos sociétés modernes à rassembler, à recueillir de l'information. Or, l'information, c'est pas tellement ce qui est important. Ce qui est important, c'est la connaissance, beaucoup plus que l'information. Et beaucoup plus que la connaissance, ce qui est important, c'est la compréhension. Il faut rappeler que en septembre 2001, les Américains avaient toutes les informations pour savoir que les terroristes allaient attaquer les Twin Towers, eh bien qu'ils n'ont pas compris cette intention. Donc attention à ne pas confondre. La réduction de l'incertitude, c'est pas l'accumulation de l'information, c'est la recherche de la compréhension. Et ça, c'est quelque chose de différent. Sur l'incertitude, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Cécile Maisonneuve tout à l'heure, et vous aussi, monsieur. L'incertitude doit être prise comme une opportunité. L'incertitude, c'est la force du faible. S'il n'y a pas d'incertitude, c'est le fort qui l'emporte tout le temps. L'incertitude, c'est la condition de l'innovation. L'incertitude, c'est la condition de la différenciation. Donc, au fond, et je dirais que l'incertitude, c'est la condition de l'espoir. S'il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas d'espoir, et donc on n'avance plus. Donc, nous devons bénir l'incertitude. Encore une question, et puis ensuite, j'ai besoin de 5 minutes pour le dernier tour. Hein. Oui, eh bien, la dernière question que nous voulions vous poser était exactement ça. L'incertitude est-elle pour vous un danger, une opportunité? Alors, on a déjà eu la réponse. Ah oui, alors une autre. En magistral. Donc, on a peut-être une question supplémentaire qui était du coup un peu moins transverse, qui s'adressait au général Desportes. Oui, donc la question est la suivante. Pour un gestionnaire ou un décideur, comment évaluer dans ce monde incertain le juste budget de la défense en France? C'est une question simple, donc je vais y répondre de manière particulièrement simple. Le budget de la défense ne peut se calculer qu'en fonction des missions qu'on lui donne. Il n'y a pas de défense en soi. La défense n'est qu'aux ordres du politique, mais qui doit avoir une politique. Et parfois, comme il n'y a pas de politique, on ne sait pas définir un budget de la défense. Donc voilà. Et la difficulté aujourd'hui, c'est, je le dirai tout à l'heure d'ailleurs, c'est que, eh bien, il y a une espèce de déconnexion entre les objectifs et les moyens, et qu'on a une armée française qui n'est plus grand-chose, qui s'érode de jour en jour, et à qui on confie toujours davantage de missions. Moi, je ne me plains pas sur la taille de l'armée, peu importe, mais je me bats, et tous les militaires se battent pour qu'il y ait une cohérence entre les missions et les moyens, et aujourd'hui, on est, hélas, je dois le dire, dans l'incohérence, et dans une situation où les Français croient être défendus, et où ils le sont de moins en moins.